Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un regain de violence en milieu scolaire. Un adolescent a été poignardé à mort et selon des témoins, le présumé criminel n'est autre que l'un de ses camarades de lycée. La scène se déroule sur le campus d'un lycée situé dans le 3e arrondissement de Douala. Aspire dans ce journal l'enquête sur les circonstances de cette histoire qui défraie la chronique dans la capitale économique du Cameroun. Présidentielle au Congo-Brazzaville, comment sortir de la crise économique et épurer la lourde dette d'un pays d'Afrique centrale dépendant des ressources pétrolières. Le développement du secteur agricole est au cœur du débat de la campagne électorale. Vous suivrez dans ce journal les propositions du candidat Denis Sassou Nguesso en campagne dans le nord-est et dans l'arrière-pays du Congo-Brazzaville. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces vives tensions observées le week-end à Baré-Soumtoum, village situé dans le département du Mungo. Les populations sont sorties en masse pour barrer la voie à un cortège funèbre venu enterrer une victime de Covid-19. Là, les populations estiment que l'inhumation devait se dérouler à côté d'une rivière. Elles redoutaient que la rivière soit contaminée. Cela a créé une dans ce village situé dans le département du Mungo. Le récit des faits avec Cyril Diemba et Julingue Nyondé. Avec toute une ambulance. À Baré-Soumtoum, dans le département du Mungo, les populations sont en colère contre l'inhumation de la dépouille d'une victime du Covid-19 dans leur localité. Pourquoi ne savez pas qui est mort? La voiture vient où? On va enterrer, on ressort. Mais cette fois-ci, c'est impossible. Cette voiture est bloquée et on nous dit pourquoi c'est en Baré-Soumtoum. Si c'est un cimetière, qu'on notifie que la mairie mette ça en marche. Que c'est à partir d'aujourd'hui, tout le village Baré-Soumtoum est un cimetière. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'enterrement de ce corps tout juste à côté de l'unique rivière qui les approvisionne en eau de consommation. Quand quelqu'un met un cimetière et les bons messieurs disent qu'ils ont vu certaines notabilités, lesquelles? Voilà tous mes notables. Lesquels ils ont vu? Le président du comité de gouvernement est là. On enterre les gens n'importe comment à côté d'une rivière. Vous nous prenez pour de qui ça? Ça peut se passer où? Les riverains de Baré-Soumtoum s'indignent surtout du fait que le défunt n'était connu de personne au village. Ça sort d'où ça? Je ne connais même pas la personne qui décède dans mon village. Face à cette situation, les populations ont menacé d'exhumer le corps et préserver leur cours d'eau d'une quelconque contamination. L'arrivée des gendarmes sur les lieux a permis d'apaiser les tensions. Ce corps qui est enterré est un corps malade du Covid. C'est à quelques mètres de la rivière. Je vous prie, jusqu'à lundi, que personne n'aille à cette rivière, jusqu'à ce que les médecins essayent de nous confirmer qu'on doit encore repartir. Si la famille du défunt ne justifie pas l'inhumation à proximité du cours d'eau, elle déclare cependant avoir reçu recommandation de l'hôpital régional de Nkonsamba pour une mise en terre express. Je suis arrivé chez eux hier aux environs de 22 heures. Je leur ai dit, papa est décédé, qu'est-ce que l'hôpital dit? Ils disent que l'hôpital a dit, demain au plus tard à 9 heures, on va enterrer. Ça se confirme que c'est le corona d'embarrer sur tout. Ça, c'est ce que l'hôpital dit. Il dit, ok, est-ce qu'on a la possibilité de prendre le corps pour aller au village? Elle dit, c'est notre souhait, mais il faudra te rappeler, il faudra te rapprocher de l'administration de l'hôpital. C'est comme ça que je vais, par personne interposée, j'ai je sais pas, quelqu'un qui se présente pour le directeur de l'hôpital. C'est même lui qui m'appelle parce que je suis d'abord allé voir le morgue pour dire, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une dérogation qu'on puisse prendre le corps pour aller au village? Il dit, le préfet a été formel, tout ce qui décède dans le Mungo s'enterre au Mungo. Alors quand je tape la main, ils me disent, tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est que si vous avez un endroit enterré dans le Mungo, on peut encore vous le concéder. Je leur ai dit, ok, laissez que je me concerte avec la famille.
quand on est concerté, ce papa qui est l'ami et le frère du docteur a dit ok, je peux vous donner un petit espace dans ma plantation pour que vous pouvez tout puissiez intégrer. Les populations de Baré Soumtoum n'entendent pas lâcher prise. Elles envisagent saisir le procureur de la République pour exhumation de ce corps présenté comme une menace pour leur santé. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, 2000 masques ont été remis aux commerçants du marché central de... En procédant à cette distribution, le ministre de l'administration territoriale et les autorités locales comptent renforcer la protection des commerçants considérés comme les cibles les plus exposées à la contamination au Covid-19 du fait de la négligence des mesures barrières dans les espaces marchands. Paul Atangandi a demandé aux commerçants de protéger leur santé et d'être exigeants envers leurs clients pour le port du masque avant toute transaction commerciale dans leur boutique. À cet effet, je vous invite à suivre Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Cette campagne, c'est d'abord quoi? Le port du masque, la distanciation physique, le lavage de mains. Nous allons vous donner symboliquement 2000 masques. Vous allez distribuer 100 masques devant nous. Mais il est important pour vous de sensibiliser tout le monde. Quelqu'un qui entre dans votre boutique et qui n'a pas de masque, vous ne devez pas être soucié parce qu'il veut vous donner de l'argent. Dites-lui d'abord de porter le masque avant de vous donner de l'argent. Parce que si vous êtes contaminé et vous mourrez, l'argent ne servira à rien. Il est important, voilà pourquoi nous sommes là. Le président de la République nous a demandé de faire cette sensibilisation et de descendre sur le terrain. Et que toutes les communautés, tout le monde est concerné. Les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les maires. Vous devez vous organiser. Vous savez, le marché reçoit 10 000 personnes par jour. Donc la contamination est très facile dans un endroit comme le marché, la gare routière, les églises. Voilà pourquoi il est important pour nous de faire cette sensibilisation. Et vous devez être des relais responsables, puisque c'est vous qui tenez le marché. Et les gens vous écoutent. Mettons le cap sur Bafoussam, là où un incendie est survenu dans une concession familiale. Les flammes ont fait un mort. La victime est un enfant. Il a essayé d'échapper à la furie des flammes dont l'origine reste inconnue. Le Klat Sakem nous en dit plus dans ce reportage. Voici ce que je vois à la télé. Consternation, émotion au domicile d'un Kamdem dans la ville de Bafoussam. Cela fait suite au décès du jeune Ivo Marquet que voici, mort calciné dans la maison familiale au lieu d'une mairie rurale. L'incendie s'est déclenché au milieu de la nuit. Les circonstances de ce triste événement sont ici relatées par les proches. Je suis rentré, je suis arrivé à la maison. Comme je dors en bas, il dort en haut avec ses frères. Il n'y avait personne, il monte alors en haut du dos. Il est parti se coucher. J'étais assis au salon, après le sommeil m'a pris, je me suis couché sur le canapé. Bien après, j'ai vu comment la lumière, la télé s'est éteinte une fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que le compteur a sauté. Je suis entré dans la chambre me coucher. À peine me coucher, je comprends comment quelqu'un se place en haut. Il dit qu'il y a le feu. Il y a le feu. Je me réveille. J'ouvre la porte, je vois que la grande maison était à tout rouge. Je suis parti cogner la porte, j'ai appelé mon fils fatigué. J'ai appelé mon fils fatigué jusqu'à maintenant, mon fils ne m'a pas répondu. J'ai appelé la épouse de ma mère. Elle s'est levée aussi. Le moment d'ouvrir la porte, il n'y avait pas moyen. Elle est sortie par la fenêtre. Aux environs de 2 heures, les voisins m'ont appelé que le feu a pris à la mairie. Je dis qu'il y a quoi? Il dit qu'il y a eu l'incendie. Ça a pris tous les boutiques et la grande maison. Je dis que les enfants sont hauts. On dit que ça a tué un enfant, il était dedans avec une grand-mère. Passé par la fenêtre. Il a cassé même le pied. L'enfant se battu. On lui est retrouvé au salon, déjà castré. On a porté le corps. On est arrivé à la morgue, on a dit qu'on ne peut pas garder. On est parti au village avec le corps. L'OPI arrive en l'absence de certains occupants partis à une veillée funèbre. Il y avait la veillée ici à la Totale. Tous les enfants étaient là. On a dit que celui-là a dit que non, il ne peut pas sortir avec le froid.
qui peut sortir, le palu l'attrape avant de se coucher dedans. Fait curieux, la concession consumée par les flammes se trouve à un jet de pierre de la base des sapeurs-pompiers. Quand le bassinet a vu la fumée en train de sortir, il a cogné le bas, si les gens étaient là-bas pour boire. Il a que vous buvez comme ça, il y a le feu qui sort dans la maison là. Après on a alerté les sapeurs-pompiers. Ils sont venus quand la maison était déjà, tout envahi comme vous voyez là. Les sapeurs n'étaient pas là à temps parce que les benzineurs sont partis taper le chez eux en plusieurs reprises. C'est un sapeur en civil qui vient encore démarrer le camion, déplacer le camion et l'amener au lieu. Outre le décès du jeune Ivo âgé de 14 ans, les flammes ont endommagé tous les biens matériels dans les 4 boutiques et la concession familiale. Sur le site, transformé en un lieu de pèlerinage, le reste des meubles, tôles, documents jonchent le sol. Les circonstances de cet incendie restent inconnues. Un autre élève poignardé à mort dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Le drame s'est produit cette fois-ci dans un lycée situé dans le 3e arrondissement de Douala. Le mystère plane encore sur les raisons ayant poussé le présumé auteur de ce crime, un adolescent de 13 ans, d'avoir commis un tel forfait. L'administration du lycée reste silencieuse sur cette tragédie. Des enquêtes ont été ouvertes à la gendarmerie et la police. On fait le point avec Dallas Kana et Vivien Tonfac. La cour de cette concession familiale au quartier PK18, au lieu d'Yaloued, ne désemplit plus. Des voisins et autres proches du couple Tetsop viennent confort après le décès tragique de leur fils, Frank Tetsop Tatsago, âgé de 15 ans, élève en classe de 4e allemande au lycée de PK21. Parti de la maison pour l'établissement scolaire, vendredi 12 mars dernier, en parfait état de santé, Frank n'y retournera plus vivant. Oui, il nous a dit qu'il avait cours de TSF. Oui, directement, comme il sort là, il était avec le papa ici. À 11h, il nous appelle que papa viens, l'enfant saigne. Rendu illico presto au lycée, après le coup de fil de l'administration, le géniteur de l'adolescent se rendra compte que la blessure était bien plus grave. Il arrive à l'hôpital, il se rend compte que c'est plutôt au niveau du cœur que l'enfant a été blessé. Quelques minutes après, apparemment, quand il arrivait, même l'enfant était à partir. Mais de l'établissement, on lui a dit que l'enfant a eu une blessure sur la main, sur le bras. Sa grande surprise, il arrive, il constate donc que c'est au niveau du cœur. Conduit à l'hôpital, Frank ne sera pas sauvé. Il passera de vie à trépas. Mais que s'est-il réellement passé? L'administration du lycée de PK21 approchée par Equinox Télévision a choisi de rester muette. Des sources concordantes font cependant savoir que Frank a été poignardé dans l'enceinte du lycée par un camarade, élève en classe de 4e espagnol. L'acte était-il prémédité? Tel est le mystère que les enquêtes ouvertes par la police et la gendarmerie permettront de lever. Pour l'heure, le corps de Frank se trouve à la morgue de l'hôpital de Lok-Baba. La mort suspecte d'une Camerounaise suscite la colère de la communauté camerounaise au Canada, admise dans un hôpital pour des douleurs présumées bénignes. Elle s'est retrouvée mise en quarantaine, isolée, parce que soupçonnée d'avoir contracté une grave maladie contagieuse. Alors que son état de santé se dégradait, ses cris d'alerte sur les réseaux sociaux n'ont pas permis de la sauver des griffes de la mort. Les Camerounais se sont mobilisés dans les rues des villes canadiennes afin d'exprimer leur colère devant ce qu'ils considèrent comme une négligence médicale et des soupçons de traitement raciste. On évoque tout cela dans ce reportage signé Kedjara. Cri de détresse d'une femme qui, voyant venir la mort, refuse de se laisser happer par elle. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. Aide-moi. Aide-moi. Je suis fatiguée. Je sens la douleur. Je sens que je suis en train de partir. Mais je n'ai personne. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est dans cette vidéo de plus de 6 minutes que Mireille Njomo, affaiblie, le visage enflé et méconnaissable, appelle à l'aide depuis son lit de malade à l'hôpital Charlemagne, au Canada. La vidéo est d'autant plus intenable que quelques heures seulement après sa diffusion, sur la toile, Mireille va rendre l'âme. Pourtant, le 1er mars 2021, à son entrée dans cet hôpital,
Rien ne semblait présager de cette fin horrible. Elle souffre alors d'un problème à la jambe. Les médecins vont l'interner et comme la procédure le demande, ils vont s'enquérir sur ses allergies avant de lui élaborer un protocole de soins. Je les ai dit que je suis allergique à la pénicilline, mais ils m'ont injecté la pénicilline, sachant très bien que je suis allergique à la pénicilline. Ils me l'ont injecté pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. Le 3e jour que je les ai demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de m'injecter là? Je sens quelque chose dans mon corps. Je sens que je suis en train de mourir. C'est là où ils m'ont dit que c'est la pénicilline. Ce que Mireille Njomo sent, c'est surtout son corps qui est en train de la lâcher. D'ailleurs, on peut percevoir à travers la vidéo l'effort surhumain qu'elle fait pour s'exprimer. J'ai des boutons partout sur moi, sur ma tête jusqu'aux pieds. Je ne suis pas vraiment la personne que vous voyez sur cette vidéo. Oui, les gens qui me connaissent ne me reconnaissent plus. Je suis en train de mourir à petit feu dans cet hôpital. La chose est d'autant plus grave que la jeune dame est isolée du reste du monde, coupée de sa famille. Ils me cachent, ils m'ont isolée dans une salle. Aucun membre de ma famille n'a le droit de me voir. Ma soeur qui est au Canada, qui est aussi infirmière, elle est venue ici 2 fois, on l'a chassée. Elle a supplié, on l'a chassée. On a même appelé la police dit qu'elle ne peut rien faire. Elle demande à plusieurs reprises d'être transférée dans un autre hôpital, mais en vain. Finalement, après plusieurs heures de négociations, Mireille Njomo est transférée dans un hôpital juif le dimanche 7 mars. Elle va rendre l'âme. 2 jours plus tard, on est alors le 9 mars. L'affaire fait un tollé. De nombreux immigrants étrangers au Canada, soutenus par quelques Canadiens, se retrouvent dans la rue pour manifester et crier au racisme. Des actions qui ne ramèneront pas la défunte à la vie, mais qui ont remis au goût du jour la qualité du traitement des immigrants dans les hôpitaux canadiens à une ère où le Canada est présenté face au reste comme l'Eldorado de l'immigration. Mettons le cap sur le Québec pour avoir cette réaction de Jackson Quigné, avocat québécois. Il révèle les circonstances de la prise en charge de Mireille. La famille a saisi les autorités gouvernementales et exige une enquête indépendante sur les allégations de négligence médicale et de traitement raciste. Je vous invite à l'écouter. Dans cet hôpital-là, elle avait eu perte de confiance vis-à-vis du personnel médical et qu'elle demandait à la communauté camerounaise et africaine en général de la faire sortir de cet hôpital-là. Et chose qui a été faite parce que la communauté camerounaise s'est mobilisée à travers certains activistes que nous avons ici. Quand même, la communauté camerounaise est assez bien représentée de ce côté-là ici. On a DJ Tef Chaleur qu'on connaît bien dans la communauté. On a Monsieur Zambou Joseph qu'on connaît également sous le pseudo de Papa Canada, qui sont mobilisés. Ils sont allés exiger la sortie de notre sœur de l'hôpital sous la pression. Ils ont fait sortir la sœur de l'hôpital Mireille, qui l'ont transférée à l'hôpital juif à Montréal. Et un jour et demi après, elle est décédée. Elle est décédée, selon les dires de l'hôpital juif, de suite d'un cancer, un lymphome. Et c'est à ce niveau-là qu'on se trouve au niveau des faits. Et là, la communauté camerounaise également, à la suite, s'est mobilisée parce que ce cri d'alerte a été quand même assez poignant et a alerté la communauté canadienne et la communauté internationale également, parce que j'ai eu des appels, moi particulièrement de partout, j'ai eu des appels du Cameroun pour dénoncer cet état de fait. Et nous avons pris une autorisation de manifester. On n'a pas une autorisation, on a déclaré une manifestation devant l'hôpital à la ville de Longueuil. Les policiers ont été d'accord, ils étaient là pour encadrer la manifestation. Et c'est ça, on a manifesté sous la houlette justement encore une fois de plus de Tef Chaleur, de Papa Canada, Zambou Joseph. Et toute la communauté était là, ça a été bien accueilli. Tout le monde est sorti malgré le froid, il faisait assez froid, il faut le dire.
toute la communauté est sortie. Elle était mobilisée. Toutes les chaînes de télé canadiennes et montréalaises étaient présentes. C'était quand même assez médiatisé. Et aussi les télé et radio web étaient présentes. Ça a été assez médiatisé. C'était le but c'était de porter haut nos aspirations, faire à ce que ce qui s'apparente à être un acte raciste s'apparente, je dis bien, et des réponses. On a demandé des réponses, on attend des réponses. En fait, on a manifesté ce jour-là pour demander des réponses. On voulait la création d'une commission d'enquête indépendante, mais déjà, ce qui a été fait, c'est que le coroner s'est saisi de l'affaire. Vous devez savoir, le coroner ici, c'est une institution publique qui généralement se charge d'enquêter sur les morts suspectes. Ça veut dire que déjà on reconnaît que la mort de Mireille était une mort suspecte, afin de prévenir d'autres morts similaires par la suite. Vous l'avez suivi, un organisme public canadien a ouvert une enquête pour mort suspecte de Mireille, afin d'en savoir davantage sur le protocole thérapeutique qui a été appliqué à cette ressortissante camerounaise établie au Canada. Au Cameroun, c'est un nouveau vent de colère qui souffle sur le chantier naval de Douala, courroucé par de mauvaises conditions de travail. Certains employés ont initié un mouvement d'humeur à l'image de ce rassemblement que vous voyez en image devant les locaux de l'entreprise. Ils ont bloqué l'accès au complexe ce matin pour exiger le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire, des primes de technicité qui datent de près de 10 ans, disent-ils. Les grévistes déplorent également l'absence d'assurance maladie, des manquements qui contribueraient à entacher le climat social au sein du chantier naval et industriel du Cameroun. Les forces de l'ordre déployées sur le site étaient parées afin d'éviter l'embrasement de la situation. Une réunion de crise a été convoquée par le préfet du Vouri. Il a rencontré les manifestants. Les résolutions restent. Il faut dire que le malaise social est profond au sein du chantier naval, une entreprise qui vit au rythme des grèves depuis une dizaine d'années. Je vous invite à suivre la réaction de l'un des manifestants, par ailleurs président d'un syndicat. Nous revendiquons 3 mois d'arrêt de salaire, les droits des retraités, le paiement des arrêts de primes salissures, technicité et risques, le reversement des retenues syndicales. Ce sont les principales revendications que je viens de vous dire. Il y a les arrêts de primes de technicité qui datent depuis 2010, donnés par le conseil d'administration. Nous revendiquons aussi les histoires comme l'assurance maladie. Vous savez, une entreprise comme la nôtre, on n'a pas d'assurance maladie depuis 6 ans. Nous sommes une entreprise à haut risque. Voilà à peu près ce qu'il faut pour une bonne productivité dans une entreprise. Dans l'actualité politique, le comité exécutif national du SDF Tense, l'honorable Joshua aussi, le premier vice-président de ce parti, est sommé de joindre sa voix à celle des députés RDPC pour faire inscrire la crise anglophone à l'ordre du jour de la session parlementaire en cours. Le SDF lui reproche d'avoir signé cette pétition adressée aux parlementaires américains lors des travaux du NEC placés sous la présidence du chairman Frundi à Yaoundé. La gestion opaque de la crise sanitaire a été dénoncée. D'autres détails avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Déjà, nous sommes un parti dynamique. Des personnes peuvent avoir des opinions différentes, mais ce qui importe, c'est les résolutions qui sont prises à la fin des débats. Et ces résolutions n'ont pas été tendres envers le premier vice-président du SDF. Il est demandé à Joshua aussi de faire une autre pétition avec les autres députés signataires du RDPC pour inscrire le problème anglophone à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Dans le cas contraire, la deuxième personnalité du SDF devrait simplement se retracter par rapport à la signature qu'il a apposée sur la pétition adressée récemment par un groupe de 62 députés au Congrès américain. Cette résolution du NEC sonne comme un désaveu sur le débat sur les prises de position de certains responsables du SDF, lesquels tranchent souvent avec la position officielle du parti, lorsqu'elles ne sèment pas simplement de la confusion dans les esprits, au point où d'aucuns y voient une sorte de cacophonie sous fond de dissension. La dissension, il n'y en a pratiquement pas. Sinon, il y a des points de vue divergents dans les partis et on doit chaque fois tirer tout ce qu'il y a de positif dans ces points de vue pour faire un parti fort.
Le NEC s'est aussi préoccupé de l'avenir du parti au lendemain de la débâcle enregistrée lors des élections présidentielles, législatives et municipales. La base, comme tout parti leader, n'a pas apprécié par exemple notre score. Nous digérons toujours mal nos scores à la présidentielle et même aux dernières élections. Et nous leur avons posé la question de savoir comment faire pour revenir en force. Et à ce niveau-ci, les militants nous ont dit quoi faire. Et dans les jours à venir, vous allez voir le déploiement du parti et vous comprendrez que nous avons répondu à leurs préoccupations. Déjà, ces prises de positions différentes, participer ou ne pas participer, il faut bien que l'on comprenne que certains prétendaient qu'on n'y avait pas, d'autres disaient qu'on y a. Il faut qu'on amène les deux factions à se mettre ensemble. Parce que nous avons des résolutions. Une résolution du NEC qui demandait après 92 qu'on ne boycotte plus que l'élection que ce soit. Une autre résolution du comité exécutif national tenu à Douala le 10 août qui disait qu'on boycotte. Vous voyez déjà que ça crée problème, ça crée des dissensions. Il faut donc harmoniser tous ces points de vue. Au sujet du Covid, le SDF dénonce le laxisme du gouvernement et la rareté de l'eau qui est pourtant indispensable dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le NEC est également préoccupé par l'opacité et la cacophonie qui caractérisent la gestion des fonds Covid, ainsi que la communication qui est faite autour de cette pandémie. Sur le plan international, le SDF prend acte et félicite Mohamed Bazoum pour son élection à la tête du Niger. Dans ce chapitre politique, les conséquences de la malgouvernance sont désastreuses au Cameroun. C'est le constat que fait Mamadou Mota, premier vice-président national du MRC, a accordé une interview exclusive à Equinox. Durant l'entretien, il a établi comment les populations à l'extrême nord se battent non seulement contre Boko Haram, mais également contre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'abandon de la part des pouvoirs publics. Il a tensé le pouvoir de Yaoundé sur son refus de réformer de façon consensuelle le système électoral. Il a exhorté les jeunes à créer une véritable dynamique pour impulser l'alternance démocratique au Cameroun. Le point saillant de l'entretien exclusif de Mamadou Mota, c'est avec Flavien Valondongo. D'emprisonner la justice, de se saisir de la justice. C'est un homme serein, mais plus que jamais déterminé, qui a décidé de dire sa part de vérité. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, après 20 mois d'incarcération, revient sur les raisons de son arrestation. Moi, j'ai fait ce qu'il y a de plus normal, revendiquer la libération de mes amis, revendiquer la cessation de cette guerre et justifier cette guerre inutile qui détruit des vies, qui mutile et qui déshumanise de façon irréversible des femmes dans le Nozo, de décrier ces détournements. Et la façon de le dénoncer, c'est de marcher où que ce soit. Ce qui fait mal à ce régime, justement, c'est de marcher à Yaoundé. Interpellé le 2 juin 2019, lors d'une marche de protestation à Yaoundé, Mamadou Mota avoue avoir subi des atrocités indignes d'un être humain. Ce qui marque, c'est la violence et l'excès de zèle de certains policiers qui vont jusqu'à taxer des Camerounais aux faciès sahéliens comme moi de Bamileke. Qu'est-ce que vous faites dans la chose de Bamileke? Quand on vous donne combien? Ils vous donnent 1500 pour venir marcher, vous, des pères de famille. Ils ont molesté des jeunes hommes. Certains m'ont imprégné d'ailleurs ma chemise de leur sang, au point où un commissaire de police m'a demandé si j'étais blessé quand ils m'ont arrêté. Dans ses explications, Mamadou Mota refute des accusations portées contre lui comme instigateur de la mutinerie survenue un mois après son arrivée à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Cette manifestation a commencé quand j'avais à peine 1 mois en prison. On était en groupe séjour à venir intervenir pour pouvoir calmer les prisonniers. Mais on n'a jamais interpellé les autres parce qu'ils sont les fils des uns et les fils des autres. Parce qu'ils n'étaient pas du MRC. D'ailleurs, même le régisseur a refusé de venir témoigner. Mais comme il fallait donner un nom et un visage à cette manifestation, c'est comme ça qu'on nous a désigné comme tête de proue. Le premier vice-président du MRC fustige le système judiciaire camerounais qu'il accuse d'être sous l'influence du régime en place. Personne ne peut justifier pourquoi c'est Paul Biya qui doit chaque fois convoquer et animer le Conseil supérieur de la magistrature. Dans une dictature, c'est normal, mais dans un état de démocratie, ça des choses qui n'existent plus. Il faut une séparation réelle de pouvoir entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, les magistrats sont prêts à vous sacrifier à la demande d'un ministre de chez vous, parce qu'ils veulent avoir des faveurs du régime, puisque c'est le régime qui les nomme. Pour lui, les régions septentrionales sont frappées de plein fouet par des crises alimentaires et sécuritaires. Une situation à laquelle l'élite locale reste amorphe. Toutes les zones aujourd'hui détruites par Boko Haram méritent d'être reconstruites. Les populations méritent d'être aidées sur le plan financier afin de leur permettre de retrouver leur autonomie. Alors, l'élite du Nord s'est couchée complètement devant Paul Biya pour dire qu'elles n'ont plus rien à demander. D'ailleurs, ça a été fréquent dans les discours d'un célèbre ancien délégué du gouvernement. L'extrême Nord n'a pas de doléances. Et au Nord, justement, l'accès à l'eau potable et buvable est un défi permanent. Ce dernier réitère son engagement et sa ferveur politique afin d'éradiquer les maux qui minent le développement du Cameroun. Pour Mamadou Mota, la lutte continue. Il est question de trouver un seul président de la République pour toute la nation camerounaise. Parlons de la présidentielle au Congo, Brazzaville. Ce pays producteur de pétrole traverse une crise économique liée à une dette importante et une chute drastique des recettes pétrolières, principale source de revenus de l'État congolais. Pour inverser la donne, le développement du secteur agricole est un axe majeur. Le sujet est au cœur de la campagne électorale. Que propose le candidat Denis Sassou Nguesso du Parti du Travail congolais? Il axe sa stratégie sur la modernisation du secteur agricole. Écoutez-le durant sa campagne électorale dans l'arrière-pays congolais. C'est avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guy Zogo. Dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 mars prochain au Congo-Brazzaville, la route du Nord pour le candidat Denis Sassou Nguesso passe par Owando. Après Ifondo, Wesso et Oyo, où l'heure était consacrée au souvenir d'Edith Bongo, la fille du président, décédée en 2009. Ici, à Owando, le chef-lieu du département de la Cuvette, Sassou Nguesso compte de nombreux convertis qui croient ferme qu'il est l'homme de la situation pour poursuivre avec lui la marche à la tête du pays. Malgré tous ces soutiens évidents, le président Denis Sassou Nguesso tient à dérouler son programme. Celui-ci porte notamment sur les changements à continuer à opérer dans le chef-lieu et l'ensemble du département de la Cuvette ici à Owendo. La municipalisation, ce programme qui consiste donc à investir dans les infrastructures routières, va donc se poursuivre. Mais le président congolais insiste aussi sur l'agriculture qui, à l'entendre, est un atout important pour le Congo qui pourrait effectivement prospérer dans ce domaine. La partie fluviale, ce sera principalement, je dis principalement, la pêche, la pisciculture. L'autre partie de la cuvette de terre ferme, ce sera l'autre partie de l'agriculture, de l'élevage. Une autre préoccupation pour le chef de l'État congolais, c'est la consolidation de l'État de droit. Il faut savoir qu'un certain nombre de reproches ont souvent été faits ici au président congolais pour le non-respect des droits humains. Il entend donc mettre un accent particulier sur cette question s'il était élu pour les 5 prochaines années. Notre pays doit continuer d'être un pays de droit et nous allons renforcer cette dimension de notre pays. Nous devons ensemble travailler contre les antivaleurs. À Owendo, dans le nord de la République du Congo, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Eric Watat, Gladys Sidje et Guy Zogo. Et la Guinée équatoriale qui va recevoir dans les tout prochains jours une mission d'assistance humanitaire venant du Cameroun et conduite par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assoma. C'est une décision du président de la République en signe de solidarité pour la Guinée équatoriale qui a subi un événement le dimanche 7 mars 2021 qui s'est soldé, une catastrophe qui s'est soldée par de nombreuses pertes en vie humaine.
et d'importants dégâts matériels, selon une décision du président de la République, Joseph Betty Assoma, conduira une mission d'assistance humanitaire. Il sera également accompagné durant la mission par une soixantaine de personnels de santé militaire, du Corps national des sapeurs-pompiers, du génie militaire, et également porteuse d'une importante cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses. Voilà ce qui constitue la mission humanitaire du Cameroun en Guinée équatoriale, en signe de solidarité à ce pays voisin, victime d'une catastrophe qui a fait au moins une soixantaine de morts et plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels sur un site militaire en Guinée équatoriale. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Sortissante camerounaise dans un établissement hospitalier au Canada, la communauté camerounaise s'interroge. Et surtout, elle est en colère contre le traitement médical appliqué à cette ressortissante camerounaise. Vous l'avez suivi, son dernier témoignage, un cri de détresse où elle a été surprise de se voir administrer la pénicilline alors qu'elle avait bel et bien déclaré qu'elle faisait des allergies à ce médicament. Elle soupçonne que cela a affecté son organisme et l'a conduit tout droit vers la mort, malgré la mobilisation des Camerounais qui ont obtenu le changement, le transfèrement dans un autre hôpital. Cela n'a pas permis de la sauver. Aujourd'hui, il réclame justice, exige une enquête sur les allégations de traitement raciste et de négligence médicale. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jalin. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en